On s'est un peu lancé un défi entre effectivement le territoire ici, un certain nombre de ses acteurs, la CAF bien entendu. On s'est lancé le défi d'essayer de dessiner l'action publique de ce territoire, d'essayer de la comprendre dans son ensemble, dans sa globalité. Ça a été beaucoup dit, hein. CTG ça veut dire Convention territoriale globale, donc convention c'est partenarial, hein. Il ne s'agit pas simplement de porter le regard à partir simplement d'un seul acteur, mais c'est bien tenter un regard croisé, c'est bien tenter justement d'identifier ce que pourrait être une forme, on va l'appeler comme ça, à partir de l'action de différents acteurs, hein. On peut le redire suite à ce qui a été présenté sur déjà par Alain Matron ou par la CAF, Éléonore et Claudie après, mais également ce que vient de dire Anouk sur l'organisation, etc. de cette CTG. C'est bien une convention, c'est multi-partenarial, hein. Ici, effectivement, on a 3 acteurs, entre guillemets, particulièrement identifiés, que sont évidemment la communauté des communes. C'était la première surprise quand je suis arrivé sur ce territoire. On fait beaucoup de communautés de communes, mais ici, c'est la communauté des communes et ça ne veut pas rien dire. Bref, j'y reviendrai juste après. La CAF, bien entendu, qui porte cette démarche, parce qu'on va plutôt parler d'une démarche dans ce cadre-là, et puis le SCDD en tant qu'acteur territorial. Et on s'est lancé ce défi, effectivement, d'essayer de proposer cette image globale à travers cette convention, comme je le disais, partenariale, mais territoriale. C'est-à-dire qu'on voulait s'appuyer sur ce qui est la singularité du territoire. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un modèle général duplicable et réplicable partout, quoique on a quand même de bonnes raisons de le faire, mais on ne va pas s'appesantir là-dessus. Et puis surtout, cette dimension globale. Comment faire pour avoir une vision? Vous êtes beaucoup d'acteurs qui travaillent dans différentes thématiques, certains sur plusieurs thématiques, certains sur une seule, etc. etc. Comment on fait pour comprendre le mouvement général qui peut être associé au sein de cette démarche CTG? La première question qu'on s'est posée, c'était d'essayer de comprendre ce que pourrait donc être la dynamique territoriale. Je vous le disais, convention territoriale globale, il a fallu s'intéresser à ce qu'était le territoire. Et je crois que ça a été bien présenté par Alain Matron ce matin, mais la première particularité qu'on observe sur le Diois, c'est cette particularité d'être au plus proche des habitants. C'est ce que j'ai essayé de montrer là, mais ce au plus proche des habitants, il est conçu sur un modèle relativement particulier. En général, sur les territoires ruraux, on a un bourg-centre, on va dire ça comme ça, qui va concentrer un certain nombre de compétences, qui va chercher à déployer sur tous les territoires périphériques, hein, comme on les appelle, par des antennes, par des permanences ponctuelles, etc. La logique du Diois, elle est très différente, elle est d'essayer de constituer sur chaque bassin de vie, et on verra que ça se retrouve hein, dans certaines, plus fortement dans certaines thématiques que d'autres, on passera après à une lecture plus thématique hein, du déploiement de la CTG, mais à cette particularité de vouloir doter chaque bassin de vie de potentiellement l'ensemble de l'action sociale. Je fais une petite précision ici, quand j'utiliserai le terme action sociale, je parle concrètement de ce qu'on appelle les champs d'intervention communs entre la CAF et le territoire. Hein. D'autres éléments de l'action sociale pourraient être également concernés, mais je pense que vous l'avez compris, nous sommes dans une journée de CTG, nous allons rester concentrés sur les compétences concernées par la CTG. Donc au plus proche des habitants, dans une logique effectivement de constitution forte de pôles autour des bassins de vie, en se disant, l'idée c'est vraiment d'apporter une offre complète, la plus complète possible, ne rêvons pas, rien n'est parfait, mais la plus complète possible sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est un système de rayonnement qu'on ne retrouve déjà pas partout. Premier aspect. Deuxième aspect qui a été effectivement une observation intéressante, encore une fois, du mouvement général des choses, c'est en s'appuyant sur les forces vives locales, et je rajouterais même en s'appuyant sur les forces vives locales et leurs préoccupations. Donc l'idée étant de se dire, on ne va pas simplement déployer de l'action publique telle qu'elle, mais on va s'appuyer sur, encore une fois, en visant chacun des bassins de vie, comme je viens de le dire précédemment, mais en s'appuyant aussi sur ce qui est la force de frappe locale, la capacité localement à se mobiliser pour venir s'impliquer dans un champ ou dans un autre. Ces deux éléments-là sont complétés, on va dire, par une posture, si on devait le dire comme ça, une certaine manière de fonctionner sur du territoire qui est à la fois extrêmement attentif à ce qu'on pourrait appeler la circulation entre ce que sont les acteurs locaux d'un côté et les enjeux territoriaux de l'autre. Hein. Localement, on peut avoir un certain nombre d'attentes, de préoccupations, de besoins, mais sur l'ensemble du territoire, il y a aussi un certain nombre de questions qui sont là, et notamment celle, à minima, mais on verra que ça va beaucoup plus loin, mais à minima de l'équité territoriale, et quand on met une action à cet endroit-là, il y a l'autre à l'autre bout du territoire qui se demande pourquoi il ne l'a pas. Donc, voilà, pour être très simple, on a ces préoccupations entre comment faire de l'action localement, et en même temps,
assurer cette équité du territoire et cette égalité de traitement sur l'ensemble du Diois. Il y a une certaine logique, une certaine manière de faire, il y a une mécanique sur ce territoire assez particulière qui montre comment est-ce qu'on associe les deux, j'y reviendrai. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a un territoire, et notamment ce trio, entre guillemets, qui a été présenté tout à l'heure à travers notamment du fonctionnement du comité de pilotage, mais on pourrait aller beaucoup plus loin sur le fonctionnement de ce trio. Je ne suis pas allé trop loin sur l'analyse des réseaux d'acteurs, etc., même si ce serait encore une fois passionnant, on y reviendra peut-être. Je vais en tout cas vous représenter les choses. J'ai mis sur la gauche la carte d'identité que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire la manière dont ce territoire, entre guillemets, peut être photographié, mais de manière statique. Et j'ai essayé de comprendre comment est-ce qu'il y avait un mouvement, comment est-ce qu'il était animé, au sens mis en vie, comment est-ce qu'il était mobilisé, comment est-ce qu'il était activé, on va dire, sur le territoire. Et on voit assez rapidement, je reviendrai un peu plus dans le détail après, et notamment thématique par thématique, il faut quand même en dire quelque chose, même si je passerai très vite. On a quelque chose, déjà dans ce que je vous disais, entre une approche qui est vraiment attentive à l'intérêt général, l'équité territoriale, qui est bien chacun des pôles qui puisse bénéficier de l'action sociale dans son ensemble, et puis des éléments d'utilité sociale, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur les forces vives, ça veut dire qu'à un moment, il faut que les forces vives se mettent en mouvement pour vouloir répondre localement à une préoccupation, potentiellement une préoccupation qui peut intégrer le champ social. Donc, on voit qu'on a un mouvement comme celui-là, j'aurais peut-être dû encore écrire plus petit, où on a à la fois la structuration d'une politique sociale à part entière, une volonté et une attention à ce que cette politique sociale soit une politique sociale non pas à part, mais à part entière, et on va voir que ça demande un certain nombre d'efforts et un certain nombre de liens. Voilà. La question de la couverture territoriale et la question du déploiement de l'offre, ça a été rappelé dans le cadre général de l'intervention de la CTG, mais ça a une déclinaison concrète et à mon avis qui mérite d'être illustrée sur ce territoire. Et puis quelque chose qui est vraiment sur la prise en compte des besoins des habitants, sur l'expression des habitants, sur cette démarche un peu systématique de retourner au plus proche du terrain et au plus proche des habitants pour entendre leur voix et tenter de positionner la réponse qu'un champ ou un autre du social peut effectivement apporter, encore une fois, localement. Je vais arrêter de me répéter là-dessus, mais c'est quand même une particularité assez majeure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a également un mouvement dans l'autre sens, un mouvement un peu plus ascendant, on va dire, qui est que ces initiatives locales, cette participation des habitants, etc., ne reste pas lettre morte, mais est vraiment travaillée, j'allais dire, vraiment mise en musique et travaillée pour qu'elle puisse tenter, et bien souvent y arriver d'ailleurs, de fédérer autour d'ambitions communes et partagées. Ce qui veut dire qu'on a un territoire qui, au nom de son équité et du service public, ou du service au public, on pourrait décliner les choses, déploie un certain nombre d'actions, mais ces actions sont aussi, et pas seulement, mais aussi une excuse, entre guillemets, pour ramasser au passage l'ensemble de ce que peuvent être les dynamiques habitantes, leurs attentes, leurs expressions, leur rejet parfois. On verra sur la question de l'accès au droit et de l'inclusion numérique, le printemps du numérique, il a cherché aussi à embarquer les contradicteurs, ceux qui étaient moins favorables à la démarche, etc. On voit que la manière dont se déploie cette action sociale, elle embarque au passage aussi ce qu'est toute cette réalité et cette diversité habitante pour tenter de constituer ce que pourrait être une politique territoriale. Et c'est le dernier terme quand même sur lequel je voudrais insister. Donc, convention territoriale globale, on insiste toujours beaucoup sur la dimension convention, effectivement, c'est tripartite, partenariat, etc. On insiste bien entendu sur cette dimension globale, rassembler un peu tous ces secteurs pour qu'il y ait quand même une mise en musique commune, etc. Tout ça. Mais la dimension territoriale, parfois elle est un peu oubliée, et ici elle a cette particularité de s'appuyer, j'allais dire, de faire des allers-retours systématiques avec les habitants. Dans chacun des secteurs, on verra qu'on a une attention particulière. Alors, parfois, c'est à travers une méthode, on prend en compte la parole d'eux. Parfois, c'est véritablement comment faire participer pleinement les publics, entre guillemets, aux dispositifs qui les concernent. Voilà la superbe prose qu'on utilise en politique publique, associer les publics aux dispositifs qui les concernent. Mais le fait est qu'ici, ça a une manière concrète de fonctionner. J'essaye de ne pas aller trop loin sur ces détails qui me passionnent, vous l'aurez compris, mais pour essayer de revenir quand même sur une lecture relativement thématique par thématique. Je vais essayer de finir les thématiques dans le temps qui m'est imparti et d'essayer d'arriver jusqu'à la conclusion. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais nous essayons.
L'idée était donc de reprendre le modèle que j'ai pu vous présenter pour essayer de lui donner, entre guillemets, une forme. C'est l'espèce de tache verte. Oui, là, ça va, c'est bien flou, on voit bien une tache. J'ai essayé de montrer comment un secteur, entre guillemets, se saisit de cette dynamique générale et le fait fonctionner aussi à l'échelle de ce secteur. Hein, on a effectivement, dans le secteur petite enfance, tout comme dans le secteur enfance que je présenterai juste après, une logique assez particulière, c'est que c'est vraiment ce que j'appellerais, moi, les politiques d'ancrage sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a une logique de couverture systématique, une logique d'essayer de rayonner et d'être présent, comme je vous le disais déjà en introduction, vraiment sur l'ensemble du territoire, et c'est vraiment la manière dont l'action sociale s'ancre, s'enracine, se positionne de manière structurelle, pérenne, fiable sur les territoires. Tout ça n'empêche pas qu'un secteur puisse être traversé par certaines turbulences, parfois. La question du recrutement, effectivement, dans le secteur de la petite enfance, une réalité qui est présente partout. Le fait est que ce secteur également est traversé par ces tendances-là. Mais on voit que cette manière de s'ancrer sur le territoire, ce n'est pas simplement pour s'arrêter d'un point de vue extrêmement pratico-pratique à de la prestation de services, mais c'est aussi le levier, qu'on appellera du côté des référentiels de la CAF, le levier de l'investissement social, ou comment embarquer, entre guillemets, des bénéficiaires, c'est-à-dire les gens vers qui est tournée l'offre, comment les embarquer vraiment dans la construction de ce que peut être la politique de ce secteur, c'est-à-dire une vision commune et partagée autour de la manière de ce secteur d'avancer. Et là, on voit qu'un certain nombre de sujets, on pourrait les prendre un par un, je serais ravi de pouvoir discuter des détails, que j'ai essayé de mettre présent, d'où le fait qu'il soit tout petit et illisible, parce qu'il y en a énormément, des éléments qui témoignent un peu de ce mouvement-là. Mais prenons un exemple simple, on va essayer d'être rapide et efficace. Sur la question, par exemple, que ce soit du travail autour des repas ou des couches. On a vu que c'était aussi dans un lien extrêmement fort avec les parents que ces éléments-là étaient discutés et que ce qui pourrait être un sujet technique, il faut bien les faire manger, et à un moment, oui, les enfants en bas âge, ils ont besoin de couches, couche lavable ou pas couche lavable, etc. Ça amène ici à une dimension beaucoup plus structurelle de participation. Donc c'est déjà la possibilité de rentrer en lien avec les parents sur les questions de transition écologique. Ça, c'est déjà une première chose, mais ça amène même le territoire à chercher à intégrer ça dans des politiques plus vastes. Et la question des repas, c'est arrivé le lien aussi avec un ESAT qui pourrait faire cuisine centrale, qui lui-même pourrait être intégré dans un projet alimentaire de territoire avec la Chambre de l'agriculture. Bref, tout ça trouve une place. Ce qui devrait être un sujet anodin devient un moyen, encore une fois, de renforcer cette politique territoriale et encore une fois dans un lien assez fort avec le public. Et on va voir justement qu'on a quelque chose d'intéressant dans la politique publique sur ce territoire. Elle a une certaine forme chez vous. On dira de la politique au public et du public à la politique. On ne pourrait pas se dire il y a de la politique publique comme s'il suffisait de le dire pour que ça marche. Donc 4 éléments quand même que je relèverais qui me paraissent intéressants dans ce secteur-là. Je vais encore une fois beaucoup trop vite et ça ne témoignera jamais de toute la richesse du secteur, avec lequel je me suis régalé à travailler. On a une coordination qui est très structurée. Et une coordination qui est très structurée, ce qui lui donne 2 avantages. Le premier, c'est de pouvoir lier ce qu'on appelle l'accueil individuel et l'accueil collectif. Et c'est toujours compliqué sur les territoires. Et ici, on a même un mouvement d'ensemble qu'on pourrait par exemple retrouver à travers la charte qui a été mise en place, véritablement pour embarquer tout le monde dans le même système. La charte est un exemple parmi tant d'autres qui pourrait témoigner effectivement de cette coordination très structurée, mais c'est aussi le moyen, quand on a une coordination très structurée, de faire le lien avec d'autres interventions sur le territoire, ou par exemple si on imagine la PMI, si on imagine le lien avec les écoles et la transition, petite enfance, maternelle, etc., etc., on a beaucoup de choses. L'adaptation en continu. Je crois que le terme a été dit en introduction. Ce qui se passe sur le territoire, sur la manière de déployer la petite enfance, on appelle ça la dentelle. Ça veut dire que c'est fin et que c'est précis. C'est absolument pas tous les territoires qui ont eu une même réactivité. Je pense que là, il y a quand même la CAF qui a joué le jeu, parce qu'on est quand même sur des politiques relativement structurelles. La petite enfance, c'est des vieilles politiques sur les territoires, qui ont une certaine, j'exagère parce qu'elles bougent beaucoup quand même, mais qui ont une certaine routine. Et là, elles ont su s'adapter à la réalité de ce qu'était le territoire. Et est-ce qu'on n'ouvrirait pas de là? Est-ce qu'on n'enfermerait pas 4 là-bas? Et comment est-ce qu'il est possible de travailler de la garde à domicile, notamment sur les horaires atypiques, alors que c'est pas exactement comme ça que ça se passe normalement, etc., etc. Il y a eu un vrai travail main dans la main, et notamment dans ce lien, encore une fois, avec la population, pour montrer comment on pouvait être agile, à la fois solide et à la fois agile. En général, moi, quand je fais de l'évaluation, c'est soit solide, soit agile, mais c'est rarement les deux. Voilà.
On a une implication forte des parents, j'en ai déjà dit quelque chose. Un soutien fort de petites structures. Je vous disais tout à l'heure, c'est très appuyé sur les forces vives locales. Par contre, les forces vives locales, elles ont un défaut, entre guillemets, c'est de ne pas être des mastodontes, etc., qui peuvent affronter les vagues les unes après les autres. Et ici, on a un lien, notamment par le biais de la coordination, mais notamment par un soutien plus direct parfois. Si tu t'éteins maintenant, ça ne va pas faire. On a un lien qui est très fort aussi sur la manière de pouvoir travailler effectivement en soutien. On est sur des difficultés, je l'ai dit, des difficultés de recrutement, des difficultés de gestion RH, parfois des lourdeurs administratives, quoique toute enfance soit un peu préservée par rapport à d'autres domaines. Et comme je le disais, un travail encore plus fort pour associer accueil individuel et accueil collectif. Je passe un peu vite sur toutes les thématiques et je m'en excuse, il y aurait quand même beaucoup à dire. J'ai glissé chacune de ces feuilles thématiques, chacune de ces pages thématiques dans la pochette des ateliers que vous aurez après. Donc, si vous voulez lire le détail, surtout, vous n'hésitez pas. Je me suis permis de les glisser discrètement sans demander à personne. Voilà. Le secteur enfance. Secteur enfance, relativement la même configuration, c'est-à-dire toujours une politique d'ancrage. La manière dont le territoire, dont la politique sociale, si je devais le dire comme ça, plonge dans le territoire et s'y installe. Mais avec des particularités, encore une fois, là, sur la question du recrutement des animateurs qui chahutent lourdement ce secteur-là. Un secteur sur lequel, effectivement, on voit que j'ai un petit peu, raboté le haut, entre guillemets, du magnifique ovale que j'ai tracé, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a deux tensions aujourd'hui, enfin deux attentions d'ailleurs, ce ne sont pas des tensions, mais deux attentions aujourd'hui, une ouverture peut-être un peu plus fortement attendue en tout cas avec les autres activités du territoire, j'entends les autres acteurs culturels, sportifs, éducatifs, etc. Et de l'autre côté, une intégration dans le mouvement qu'on appelle l'harmonisation des contrats territoriaux. Autour des enfants, on a un certain nombre de contrats territoriaux. On a les projets éducatifs de territoire, on a un contrat de ruralité avec l'éducation nationale, on a eu effectivement le déploiement des 2 S2C, le contrat local de santé aussi, etc. On a une logique aujourd'hui où on sent que le travail est quand même fortement positionné sur comment, non pas simplement au sein de la CTG, mais comment, en tant que politique enfance, on peut réussir à harmoniser, bénéficier du mouvement qui est actuellement présent, mais pour vraiment harmoniser d'autres interventions et d'autres cadres d'intervention. Et là, je pense par exemple PEDT plan mercredi, etc., qui peuvent donner lieu à des bonifications tarifaires, enfin bon, bref, qui sont relativement intéressantes techniquement, mais comment les intégrer du point de vue d'une certaine logique, et on voit ressortir clairement la question de la continuité éducative. On pourrait rentrer dans les détails, mais à avoir travaillé dans le secteur de l'enfance, les 3-4 ans, les 3-6 ans, avoir travaillé l'ouverture d'un ALSH pour les 11-14, on voit qu'on travaille sur les ailes du public, et là on est vraiment dans une logique de continuité éducative, ou du moins d'éviter, comment expliquer ça, des ruptures dans l'accompagnement au fil des âges. Et ça c'est quelque chose d'assez fondamental. Un réseau qui s'est quand même, qui aujourd'hui, qui dans le cadre de la CTG, je vais y arriver, s'est concentré sur la structuration du réseau des accueils de loisirs et qui avance dans ce sens-là, des relations bilatérales, ou une journée, etc., qui est concentré à ça. C'est-à-dire qu'on a un secteur qui, à la fois est traversé par un certain nombre de bouleversements, mais c'est quand même, entre guillemets, se solidifier pour réussir à dépasser ces difficultés. Clairement, l'ouverture d'un LSH à Luc, moi je travaille à LSH sur les autres territoires, on n'en est pas à la question de l'ouverture. C'est franchement pas ça la question sur les ALSH sur les autres territoires. C'est comment survivre déjà avec l'existant. C'est sauver les meubles, entre guillemets, la démarche en général sur les territoires. Là, on est allé jusque-là et on voit qu'on a vraiment des pratiques qui cherchent à s'adapter, entre guillemets, à ces difficultés, mais également à la réalité du territoire. Quand on voit l'implication des parents, notamment quand il s'agit de toute la discussion sur la LSH de la motte, etc. Mais comment on fait, c'est quoi le covoiturage avec les parents, etc. On voit qu'on a vraiment l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, on dit, c'est-à-dire tant les parents, les municipalités également qui sont mobilisées, évidemment, comme je le disais, la CAF, la CCD, le SCDD qui essayent de donner le maximum de leur soutien pour stabiliser ce secteur et lui permettre de se déployer dans les deux directions que j'évoquais tout à l'heure. Un premier développement sur une ouverture à d'autres secteurs d'activité, culture, sport, loisirs, centre de loisirs, les
acteurs éducatifs, et puis de l'autre côté, véritablement solidifier suffisamment ce secteur pour qu'il puisse s'intégrer pleinement dans d'autres contrats territoriaux. Voilà, les liens avec l'éducation nationale existent sur le territoire, le projet éducatif de territoire est toujours en cours, mais voilà, on sent que la vague et les difficultés autour du recrutement des animateurs, autour des lourdeurs administratives, autour de la gestion RH pour des petites structures n'ont pas forcément pleinement pu permettre ça et qu'on a un territoire qui résiste à ces difficultés, alors que certains se posent uniquement la question de combien de jours on va encore réussir à ouvrir, merci, au revoir. Et sans vouloir faire directement de comparaison, mais voilà, quand on a l'occasion de travailler sur beaucoup de territoires, je pense que ce n'est pas tout à fait anodin de le rappeler. La thématique jeunesse, ma préférée, à titre personnel, mais parce que je travaille depuis longtemps dans ce secteur-là, on voit que c'est un secteur qui a pu pleinement bénéficier de l'effet CTG sur la question de la coordination des acteurs, réussir à être cette plateforme qui permet de rassembler les acteurs et les intentions. La naissance du réseau des acteurs jeunes, assez rapidement au moment de la mise en place de la CTG, donc il y a 17-21, 17-22, et on voit que ça a embarqué tout un mouvement. On en est à la constitution d'un écosystème. Un écosystème, c'est à la fois effectivement un certain nombre d'acteurs qui se reconnaissent comme étant de la partie, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on agit, peut-être chacun dans notre champ, mais pour la jeunesse du territoire, mais c'est également en lien avec le reste de l'environnement autour de tout ça. On a eu des effets effectivement sur le lien qu'il y a pu avoir, par exemple, entre ce réseau des acteurs jeunesse, d'autres instances, entre guillemets, qui rassemblent les différents acteurs plus thématisés. Hein. On a effectivement sur la question de la prévention spécialisée, le comité local de suivi, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça ? Comité de suivi local, pardon, voilà, je me trompais, je suis moins spécialisé de ce côté-là, mais on voit qu'on a des liens avec la prévention spécialisée, c'est aussi le lien avec le CLSPD, etc., donc la prévention de la délinquance au sens plus structurel, entre guillemets, sur l'ensemble des territoires, etc., etc. Le réseau santé, bien sûr, sur lequel je n'ai pas reprécisé pour l'enfance, mais pouvoir bénéficier de liens quand même avec le réseau santé sur l'ouverture sur les enfants porteurs de handicap, c'est ce qu'on appelle l'élargissement du public, en plus d'élargir l'offre, comme je le disais tout à l'heure sur Luc, on a aussi l'élargissement du public avec des réflexions qui ont été portées au sein du secteur enfance, voilà. Mais on voit qu'au sein du secteur jeunesse, peut-être sur d'autres thématiques que celle du handicap, quoique, à mon avis, elles ne sont pas exclues pour autant, mais sur d'autres thématiques, on a pu bénéficier pleinement de l'expertise de chacun, dans un espace, effectivement, qui a rassemblé l'ensemble des acteurs. Deux directions de déploiement aujourd'hui, un peu de ce qui s'est passé dans la question de la jeunesse, s'appuyer fortement sur les territoires locaux, et notamment sur les villages, hein, etc. Une action qui était très fortement déployée sur 10, mais qui pourrait faire des petits. Hein, si je devais le dire comme ça, je pourrais citer un certain nombre de pistes imaginées. On avait évoqué les chantiers jeunes, puisque j'avais eu la joie et le plaisir de participer à un des temps, effectivement, sur lesquels on a l'ensemble de ces acteurs qui se rencontrent. Enfin voilà, on a beaucoup de comment est-ce que l'ensemble du territoire va pouvoir se saisir de ce qui a été constitué sur cet écosystème, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure en tant qu'écosystème, sur cet écosystème d'acteurs. Et il y a quand même une ligne qui permet de rassembler ces deux mouvements, impliquer fortement la dimension plus locale, les municipalités, etc., le déploiement bassin de vie par bassin de vie des actions à destination des jeunes. Et puis de l'autre côté, on a une autre, c'est être encore plus fin, encore plus compétent sur la question de la jeunesse. Est-ce qu'on doit distinguer 11, 14, 14, 17, quid des jeunes majeurs, avoir des approches vraiment qui rentrent dans le fin. Et puis, là, pour le coup, on sort un peu de ce qu'on pourrait appeler une politique d'ancrage pour être sur une vraie politique de bascule. Dans la petite enfance et dans l'enfance, on a un certain nombre d'actions qui sont portées pour les jeunes enfants ou les enfants, et on s'adresse en général plus directement aux parents. D'accord ? Dans le secteur de l'enfance, on commence à s'adresser directement au public lui-même, c'est-à-dire aux jeunes. Et donc, on a toute une réflexion aujourd'hui qui est en train d'être portée là-dessus, mais ce n'est pas simplement comment rentrer en communication, voilà, le canal de communication est-il ouvert, ça va un tout petit peu plus loin, c'est pour que les jeunes deviennent acteurs de la vie sur le territoire. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est pas poétique pour un sourire, je m'en excuse, mais une politique de bascule, c'est-à-dire qu'on passe un petit peu du déploiement d'une intervention à vraiment la manière dont on peut activer une logique, comment rendre le public acteur, et notamment la bascule avec ce qui est le champ entre guillemets concomitant, c'est-à-dire l'animation de la vie sociale, sur laquelle je reviendrai après, et on voit que c'est pas tout à fait anodin non plus que le territoire se soit saisi pleinement
de la PS Jeune, qui est mis en place par la CAF et qui a compris, peut-être avant d'autres, on a suffisamment l'occasion de s'écharper sur les dimensions jeunesse, voilà, j'ai l'occasion de le faire assez régulièrement, qui a compris que c'était intéressant de travailler justement à ce que les jeunes deviennent des acteurs qui après vont être des citoyens pleins et entiers, et ce sera donc en tant qu'acteurs de la vie locale et pas en tant que jeunes. J'ai fait le test l'autre jour avec quelqu'un qui voulait absolument faire quelque chose absolument jeune, et j'ai dit, mais vous, madame, en tant que femme, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a été outrée, puisqu'elle était là en tant qu'élue, et elle m'a dit, comment? Mais vous me renvoyez à un de mes attributs, je dis, c'est ce que vous venez de faire avec la jeunesse. Donc la question là, c'est comment les embarquer justement dans une dynamique territoriale et pas faire une action pour les jeunes, parce qu'il y a des jeunes et puis il faut bien s'en occuper, ça leur évitera toujours de voler des poubelles. Et donc là, on est dans une logique beaucoup plus intéressante, qui est celle qui est, en tout cas, qui a été choisie ici, que je trouve, en tout cas, que j'appelle souvent de mes voeux, mais en tout cas qui a trouvé un essor ici, qui est celle de l'initiative jeunesse, comment les jeunes peuvent être porteurs d'initiative. Et on voit que ce soit en termes de politique de soutien à travers le passeport de l'engagement, ou que ce soit en capacité directe de mettre les jeunes à la manœuvre dans des projets, on voit qu'on a, entre guillemets, une action qui est solide, et parce qu'elle est élargie, entre guillemets, elle est autant en soutien d'accompagnement, de carnet de l'engagement, etc., et de reconnaissance et de valorisation, que comme politique concrète d'amener des jeunes à faire par eux-mêmes et pour eux-mêmes, parfois, avant de s'ouvrir plus largement sur l'ensemble de la vie sociale. Donc on est sur ces deux éléments-là qui me paraissent effectivement assez fondamentaux du côté de la jeunesse. Il y a des éléments qui viennent témoigner, justifier et argumenter tous ces éléments. Politique de la parentalité, politique émergente. Une politique qui n'a pas été toujours présente sur le territoire, et je le précise comme je le précise à chaque fois, même si beaucoup d'acteurs œuvraient déjà en faveur du soutien de la fonction parentale. La question n'est pas de savoir s'il y avait des actions ou pas, la question est est-ce qu'on arrive à en faire une politique sociale sur le territoire? C'est-à-dire un élément qui à la fois est identifié, embarque, enfin, dans le sens, rassemble et embarque des acteurs pour en faire un vrai champ, une autoroute pour que véritablement on puisse j'allais dire, mobiliser l'ensemble des leviers pour développer l'accompagnement à la fonction parentale sur les territoires. On dira accompagnement à la parentalité aujourd'hui. Vous excusez un peu mon côté cheveux blancs, c'était les années 95, accompagnement à la fonction parentale, je crois, juste après la suppléance familiale, bref. Je m'excuse. Voilà, l'accompagnement à la parentalité, soyons modernes. Depuis 95, oui, quand même. Et donc là, on voit qu'on a eu un effet de constitution d'un réseau d'acteurs, un effet d'impulsion, effectivement. La CTG met au milieu de la place publique la question de faire un champ entier, complet, autour de la question de la parentalité. Le territoire s'en saisit, rassemble assez rapidement ses acteurs, bénéficie effectivement de nombreux acteurs qui, on va dire, gravitaient autour de la petite enfance, même s'ils étaient directement dans la petite enfance, mais qui gravitaient autour de la petite enfance, se saisissent d'un certain nombre à la fois de leviers, mais comme ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Claudie, sur le DIWA est un laboratoire d'expérimentation et d'innovation sociale. On ne pouvait pas s'arrêter là. Et on ouvre très rapidement à une diversité de publics, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir sur la question des enfants, un certain nombre de permanences devant les écoles, etc. Je ne me rappelle plus le nom exact de ce... On manque pas d'air. On manque pas d'air, merci. Et puis on va ouvrir même sur la question des ados, c'est-à-dire qu'à la fois on se greffe sur la petite enfance, mais très vite on s'autonomise et on sort de ça pour élargir le public. Les ados mode d'emploi, je crois, donc l'ouverture sur, encore une fois, plutôt un public adolescent, etc., etc. Donc un secteur qui se constitue assez rapidement, on a dit qu'il bénéficie d'une proximité et d'une facilité de relation. On pourrait rentrer dans le détail. Le fait effectivement d'avoir identifié une coordination a permis quand même d'avoir des moyens logistiques et matériels qui ont permis à chacun de ces acteurs, gros ou petits, j'ai envie de dire, de s'y investir à la hauteur de ses moyens. Ça, c'est pas tout à fait anodin non plus. Ça peut paraître un peu gadget, mais offrir les moyens et les conditions pour la réunion des acteurs, c'est très facile pour certains, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres. Et quand on met un petit peu ça comme élément de base, ça permet vraiment de réunir chacun selon ses moyens. Je trouve que c'est tout de même assez important. C'est trop souvent oublié, parce que ça a l'air d'être logistique, technique, matériel, mais c'est quand même important. Et donc, comme je le disais, ce réseau qui expérimente et ce réseau qui s'élargit, mais peut-être pas immédiatement, mais très rapidement, c'est le lien aux parents.
c'est encore une fois ce lien avec le public, ce lien avec les besoins, comment est-ce qu'on peut repérer un certain nombre de choses, et c'est ces permanences et ces ateliers qui vont très rapidement faire sortir des sujets qui n'étaient pas forcément nouveaux, mais pas forcément tout en haut non plus des préoccupations, par exemple sur la question du répit parental, qui a très fortement été exprimée par les parents à l'occasion de ces rencontres, qu'elles soient fortuites ou plus pérennes. On identifie ces besoins, mais on va même encore un petit peu plus loin, c'est que suite à ça, on développe encore et toujours ces pratiques d'aller vers. En général, pour les politiques qui sont les dernières arrivées sur les territoires, le premier axe de développement, c'est pas l'aller vers. Hein. C'est constituons un réseau d'acteurs, cherchons des financements, etc., etc. Mais c'est pas aller au plus proche des publics et essayer de déployer, encore une fois, de s'adresser encore au plus large. C'est pas la première des préoccupations. Ici, le passage, entre guillemets, a été fait extrêmement rapidement. On est toujours, encore une fois, la visibilité s'est fortement accrue, comme je le disais, c'est un secteur qui se constitue, entre guillemets, à part entière au sein de l'action sociale, mais également un secteur qui devient de plus en plus visible et qui consolide ses liens sur la question de sa visibilité, notamment à travers la communication, quid de la communication, d'une communication renforcée avec les EAJE, etc., etc. On voit que c'est un secteur qui continue à se consolider et qui, toujours dans ce lien, encore une fois, avec le public, cherche vraiment à favoriser l'implication des parents dans la mise en place des actions de parentalité. Et on y retrouve, une fois de plus, ce que je pouvais dire sur cette logique systématiquement présente, transversale dans l'action du DIWA, sur l'investissement social. Donc c'est ces ingrédients, une fine connaissance des besoins, parce qu'on va voir les gens et qu'on leur parle. Une force de frappe partenariale, on a réuni des petits, des gros, voilà, etc. Et, sans vouloir je vous le dire, mais voilà, on a réuni des partenaires qui avaient des configurations différentes, voilà, c'est plus poli de dire tout ça, et en même temps une manière de s'inscrire aussi en lien, c'est-à-dire au sein d'une coordination, ça fait ça permet de saisir aussi les leviers qui sont développés, j'allais dire, au jour le jour, par les partenaires institutionnels, voilà, la CAF, etc. Ça permet d'attraper au bon les leviers, notamment financiers, en même temps qu'ils arrivent, tout simplement parce que on a à la fois de l'action très concrète, très locale, très aller vers, très dans le fin, très dans le maillage d'un côté, et en même temps on bénéficie d'une coordination relativement solide qui permet d'être en lien, et j'allais dire de naviguer aussi sur des enjeux plus territoriaux avec les partenaires institutionnels. Donc on a vraiment encore une fois, du plus proche à des enjeux plus globaux, une mécanique qui se met en place. J'essaierai d'y revenir en conclusion. Voilà. Accès aux droits, précarité et inclusion numérique, j'allais dire même chose, politique émergente, comme on les appelle. Donc les politiques émergentes sur le territoire, moi je les ai qualifiées de politiques soutien, c'est-à-dire des politiques qui sont venues en soutien et des politiques qui ont bénéficié du soutien d'eux. Si je reprends, juste pour finir, je reprends l'exemple que je viens de vous présenter, sur la précédente, sur la parentalité, elle a bénéficié du soutien d'un réseau constitué de la petite enfance et elle est venue en soutien, la politique parentalité, elle est venue également après en soutien au lien avec les parents, à la prise en compte de besoins encore plus fins, etc. etc. Même chose pour l'accès aux droits et l'inclusion numérique. On a un premier consortium, un premier noyau dur, entre guillemets, qui a pu se réunir à l'occasion des tiers-lieux numériques, etc., et qui, entre guillemets, a bénéficié de l'arrivée de la CTG pour, encore une fois, ancrer accès aux droits et l'inclusion numérique, et donc pérenniser, solidifier effectivement ce fonctionnement, comme un vrai champ à part entière de l'action sociale. Champ qui sera d'autant plus délimité, d'autant plus visible, d'autant plus solide, qu'il bénéficiera aussi d'une visibilité publique. La visibilité, c'est pas juste pour faire de la com, comme on dit, c'est aussi amener les préoccupations au centre de la place publique et permettre à un certain nombre de personnes de s'impliquer, donc d'accéder, entre guillemets aussi, à un certain nombre de dispositifs. Donc, quand on parle de communication dans le déploiement de l'action sociale, c'est pas juste une opération de com, c'est beaucoup plus une manière de rendre accessible tout un champ de l'action sociale. Et donc, un champ qui a donc bénéficié effectivement assez largement dans son identité d'une visibilité accrue, c'est le printemps du numérique 2019, c'est la construction du printemps numérique 2020 qui malheureusement n'a pas pu voir le jour pour des raisons évidentes de Covid. Et on voit qu'aujourd'hui, encore une fois, y compris sur ces éléments-là, on a une plus forte structuration en interne. Le noyau dur aujourd'hui se répartissant entre guillemets un peu les missions. Est-ce qu'on est sur de la formation? Est-ce qu'on est sur vraiment de l'accès aux droits, etc. Donc
j'aime pas utiliser ce mot parce que vous allez vite comprendre pourquoi, mais qui se professionnalise, j'allais dire, enfin, les gens étaient déjà professionnels avant, c'est pas la question, mais qui, en tant que réseau, répartit les missions pour gagner un petit peu en efficacité, et puis, évidemment, en interne, qui se dote des outils pertinents. On a aujourd'hui un certain nombre de points numériques CAF, on a aujourd'hui une présence de la CAF, y compris une assistante sociale sur rendez-vous au sein de l'ESCDD, etc., etc. Donc on a effectivement tous ces éléments-là qui se déploient, on a eu les conseillers numériques aussi qui sont arrivés sur le territoire, donc on a des outils en interne effectivement qui se déploient, mais on va aussi en externe. Et c'est encore une fois ce lien avec les EVS, etc., qui est comment amener l'accès au droit. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne se contente pas dans le DIWA d'avoir un pôle central qui, comment dire, rassemblerait l'ensemble des compétences de l'action sociale, et puis les territoires locaux ont qu'à courir après. Là, c'est vraiment pas ça. C'est dès qu'on constitue un pôle de compétences, peut-être un peu en centralité dans un premier temps, eh ben, il faut que les territoires locaux s'en saisissent pour eux-mêmes pouvoir déployer cette compétence au plus proche, comme je le disais tout à l'heure, au plus proche des territoires et appuyer sur la singularité habitante. Donc effectivement, on ces pratiques d'aller vers citer les EVS, mais ça a été cité également en introduction, la question du carambule, enfin voilà. Il y avait du mal à comprendre en quoi c'était central l'idée de on s'est équipé d'une clé 4G. Et puis après, en fait, j'ai compris qu'effectivement, c'est aussi toute la capacité d'amener au plus proche l'accompagnement sur les pratiques dématérialisées d'accès à ses droits, etc., etc. Donc ce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on parle de clé 4G alors que je travaille sur l'action sociale? Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment l'ensemble de ces détails qui constituaient dans l'ensemble une action toujours rénovée. Mais on pourrait multiplier la formation d'écrivains publics, la volonté aujourd'hui de s'ouvrir sur la question des intervenantes à domicile, enfin voilà, un secteur qui se constitue encore une fois et qui cherche, j'allais dire, peut-être s'il n'a pas encore forcément tout à fait atteint aujourd'hui, souvent le cas dans les politiques émergentes, mais encore une fois, travailler dans la dentelle, tout en conservant, j'allais dire, au sein des coordinations et des rassemblements d'acteurs, de big picture, enfin, l'image d'ensemble de ce que doit être, entre guillemets, ce secteur-là. Et l'espace France Service qui est déployé. Pardon, et évidemment l'espace France Service, j'allais oublier, c'est à chaque fois que c'est évident pour moi, j'oublie de le dire, c'est une erreur que je commets à chaque fois, excusez-moi, qui aujourd'hui porte et concentre, bien entendu, ces éléments-là, mais je vais en oublier, c'est sûr, donc voilà, je ne vais pas vous demander de me jeter les tomates à chaque fois que vous voulez oublier quelque chose, ça sera un petit peu violent, mais voilà, il faut imaginer que j'en oublie, parce que j'essaye de montrer le mouvement, et pas forcément, effectivement, qui est à chaque fois le pilier, la cheville ouvrière. Déjà parce que faire la liste des acteurs chez vous, en soi, ça prendrait le temps de l'intervention, mais voilà, effectivement, évidemment, l'espace France Service, le portage de DIWA connecté, etc., etc. C'est pour ça que j'ai essayé de le positionner un peu au centre, parce qu'il me paraît être vraiment, sans être l'ensemble de l'action, sans représenter à lui seul l'ensemble de l'action, il me paraît aussi en être quand même pour une bonne part le cœur battant. Voilà. Le logement plus compliqué, tout simplement parce que le logement, c'est plus compliqué. Il n'y a pas qu'ici ou quoi que ce soit. On est sur des politiques, si on devait voir ça d'un point de vue vraiment très général, on est sur un secteur, on va dire, qui est difficile à saisir, non pas parce qu'il est difficile à comprendre, c'est pas saisir dans ce sens-là, mais c'est parce qu'il est difficile à appréhender. C'est-à-dire qu'il est difficile à prendre au sens propre du terme, tout simplement parce que c'est différentes institutions, différentes agences, différentes réglementations, différents échelons territoriaux. Est-ce qu'on est à l'échelle d'une Comcom? Est-ce que c'est une politique départementale, régionale, nationale? Voilà, c'est un secteur qui est très difficile à saisir. Ce qui m'a intéressé vraiment sur le DIWA par rapport à ce secteur sur lequel c'est toujours la galère de faire une monographie de l'action sociale là-dessus, je vous le dis franchement. Là, c'est, pour le dire en un mot comme ensemble, c'est un territoire qui n'a pas lâché l'affaire. Souvent sur les territoires, c'est trop compliqué. Merci, au revoir. Enfin, j'exagère un peu, mais au final, ça pourrait se résumer comme ça. Ici, il y a eu des volontés de quand même continuer à la hauteur de nos moyens, patiemment, modestement, à s'engager là-dessus. Et on a vu que c'est une volonté de travailler ces éléments-là qui s'est déployée de multiples manières. Il y a eu effectivement une volonté de s'engager à travers différentes méthodes, on va dire. Il y a eu des commissions au sein des collectivités, je pense à la commission extra-municipale, mais on peut très bien prendre la commission interne, le SCDD, etc. On voit que chaque structure, chaque partie prenante, entre guillemets, de la dynamique territoriale s'est engagée sur cette question, enfin s'est engagée, je souhaite avancer là-dessus, des méthodes de forum qui ont été, voilà, pour faire aussi, encore une fois, comme je le disais, résonner avec les préoccupations habitantes, la question de l'analyse des besoins sociaux, quelque chose d'un peu plus fin qui va vraiment recueillir à travers une méthode qui est la méthode de l'analyse des besoins sociaux, un petit peu avec un focus assez particulier sur les questions de logement. Enfin voilà, on travaille tous azimuts pour essayer encore une fois de saisir cette forme parfois un peu insaisissable
qui est le logement, et avec l'idée que c'est pas la réponse la plus simple qui sera la meilleure, et donc on ouvre aussi à des préoccupations qui sont des préoccupations un peu nouvelles, entre guillemets, hein, les habitats légers, un forum sur l'habitat léger, la question de l'habitat intergénérationnel, alors c'est pas né dans le DIWA, hein, la question de l'habitat générationnel, mais comment le mettre en œuvre et concrètement l'activer sur le territoire, c'est quand même partout que ça se voit, etc. Et donc on s'engage aussi un petit peu sur ces, pas forcément nouveaux enjeux, mais ces nouvelles manières d'y répondre, en tout cas. Et puis, voilà, énormément de réflexions, qui sont des réflexions très intéressantes, même si elles sont très ambitieuses. Hein. La question de la mobilisation des bailleurs privés. Hein, il n'y a pas un gros bailleur de l'action sociale aujourd'hui sur le territoire. Comment mobiliser les bailleurs privés, la communication avec les habitants. Les bailleurs privés sont également des habitants, hein, des propriétaires, etc. Ils sont présents sur le territoire. Beaucoup de questions comme celle-là, un guichet unique. Voilà, donc énormément de questions qui gravitent aujourd'hui autour de ces questions-là. Et puis, c'est vrai que les acteurs qui expriment, en tout cas, attendre un peu de leur vœu une instance, laquelle, un espace, en tout cas, hein, à défaut de vouloir faire la réponse à la place du territoire, je me contenterai de dire qu'un espace qui permettrait effectivement de faire converger et de rassembler un peu l'ensemble de ces initiatives. Initiatives, encore une fois, qui n'ont pas oublié les habitants. Hein. J'insiste là-dessus, que ce soit la question de ce qui s'est fait dans certains quartiers, notamment d'habitat social, d'accompagnement des habitants, sur les questions de mobilier urbain, que ce soit des choses beaucoup plus larges, habiter dans le DIWA, etc. On voit encore une fois que les habitants sont sollicités et écoutés pour savoir comment s'y prendre pour le faire. Ce n'est pas qu'une liste des moyens et dispositifs dont le territoire pourrait se saisir et qui répond à l'appel à projet. La question, c'est comment faire pour que ce soit vraiment sur mesure au territoire. Hein, et c'est là qu'on verra effectivement que pouvoir bénéficier d'un cadre qui est plastique, c'est-à-dire qu'il a la capacité à se mouvoir dans des formes différentes, en plastique, la plasticité, entre guillemets, telle que la CTG, effectivement, le DIWA s'en est saisi avec d'autant plus d'efficacité, effectivement, que cette volonté de faire du sur-mesure, il faut pouvoir aussi après l'inscrire dans des cadres qui eux-mêmes permettent le sur-mesure. Voilà. Et forcément, c'est fractal, comme on dit, c'est-à-dire ça se retrouve à tous les niveaux. Un dernier point, j'arrêterai pas de course sur la question des différents secteurs. J'essaye de vous faire tous les secteurs, je promets que c'est un exercice qui n'est pas évident. L'AVS. L'AVS, il y a quelque chose de l'ordre du rouage central de ce lien entre l'habitant et la politique territoriale. On est déjà sur un secteur qui se développe et qui se déploie, mais on a surtout un territoire qui, de longue date, est habitué à l'accompagnement de ce secteur-là. Sur certains territoires, on a autant de mal avec l'AVS qu'avec le logement, parce que comme ce n'est pas un secteur thématique au sens premier du terme, souvent ce n'est pas un vrai secteur. Alors que chez vous, il y a une habitude, notamment de la part du territoire, de venir en soutien, en accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, à la fois les dispositifs et à la fois les moyens qui sont consacrés à ça, mais dans une vraie logique, y compris des moyens en termes de temps humain. Hein. On échangeait encore sur le fait que, effectivement, comment la CAF peut revenir aussi sur le terrain à l'accompagnement des EVS, comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a une démarche beaucoup plus globale sur un renouvellement commun des projets sociaux sur le territoire. Enfin voilà, sans rentrer encore une fois dans les détails, parce que j'ai explosé le temps qui m'était imparti, on voit que c'est un secteur tout à fait central, et je vous le présenterai peut-être plus en détail dans le schéma général que je vous propose en conclusion. Un fort développement, ce qui fait que vous êtes les champions de la Drôme du nombre de BS sur les bassins de vie en fonction du nombre d'habitants, je vous l'annonce quand même pour ceux qui seraient passés à côté. Mais c'est pas anodin, parce que c'est pas simplement on en a le plus. C'est que c'est une vraie cheville ouvrière du logiciel même du déploiement de l'action sociale sur le territoire. Et justement, et ça fait système, et c'est bien la preuve que autour d'une coordination, c'est un petit peu la démonstration que le DIWA fait à beaucoup d'autres territoires. Le message que le DIWA transmet à l'extérieur, c'est que, en fait, constituer des coordinations et des réseaux d'acteurs forts, c'est pas que de la réunionite. Derrière, ça permet de déployer de l'offre de manière plus fine, plus forte et plus pertinente. Et la démonstration du DIWA, c'est si vous accordez le temps et l'énergie, et parfois une énergie, y compris de parents, de bénévoles, etc., sans oublier personne, et que vous arrivez à rassembler effectivement l'ensemble des forces vives, hein, avec un soutien, je vais dire, un engagement à part égale, alors ça permet de déployer de l'offre. Ce qui fait qu'on a même au sein de ces EVS, non pas une simple couverture et présence territoriale, mais même au sein de ces espaces locaux, on a encore des pratiques d'aller vers.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai presque envie de vous demander qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez vraiment rentré dans tous les apparts, toutes les maisons du Diwa, quoi. Où est-ce que vous allez chercher? Vous allez poursuivre les gens pour être sûr d'avoir bien toute leur vie et pour pouvoir répondre à chaque minute de leurs besoins. On se dit, au bout d'un moment, on se dit, ça va, voilà, ça va quand même très loin. Et c'est ça qui est extrêmement risque, parce que derrière, vous en faites quelque chose, mais ce sera l'objet de ma conclusion. Et enfin, c'est un écosystème qui est extrêmement riche, parce que par rapport à d'autres EVS qui se montrent, je pense à la création des EVS, parce que c'est quelque chose d'emblématique, mais ça marche, y compris pour ceux qui sont présents depuis plus longtemps sur le territoire, notamment le SCDD également. L'idée de se dire comment est-ce que on se permet de couvrir l'ensemble des besoins. Normalement, habituellement, des EVS vont se créer sur 1, 2 ou 3 constats d'un manque sur le territoire et le fait qu'un EVS puisse y répondre. Ici, c'est différent. On a des EVS qui, entre guillemets, se prennent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs de l'animation de la vie sociale, et donc d'être en capacité, potentiellement, d'accompagner les habitants sur l'ensemble des champs qui les concernent, et non pas sur un périmètre donné qui... Bah oui, mais vous savez, nous on est un petit village, on ne peut pas tout faire. Ici, il n'y a pas de on ne peut pas tout faire. Il y a peut-être ça va être compliqué, peut-être ça va prendre du temps, parce qu'effectivement, créer un EVS, ça prend du temps. Peut-être c'est beaucoup d'énergie, mais potentiellement, collectivement, on peut y arriver. Et ça, c'est quand même des démarches qui me semblent assez... Moi, ma partie, c'est pas de dire si c'est bien ou si c'est mal dans le Diwa, même si c'est bien. Ma partie, c'est de dire, c'est de faire potentiellement la comparaison avec d'autres territoires. Et là, on est beaucoup plus avancé. Et j'en arrive à ma conclusion et au schéma final. J'aurais pu faire encore plus compliqué, mais déjà, je trouvais que c'était pas mal, là. Ce qui est intéressant sur le Diwa, c'est de voir qu'on a une vraie circulation, entre guillemets, hein, entre ce qu'on appelle les effets d'impulsion et les effets d'émergence. Les effets d'impulsion, c'est par exemple le choix d'une collectivité, d'un partenaire institutionnel, on a ici la CAF, ou d'un groupement d'acteurs à une échelle territoriale, d'engager plus fortement ou de compléter un champ d'intervention. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appellera les effets d'impulsion. On souhaite s'engager collectivement à l'échelle du territoire, institutionnellement aussi, à développer tel ou tel champ, etc. C'est notamment souvent ce qui arrive, ce qu'on appelle, pas seulement, hein, encore une fois, mais ce qui arrive pour les politiques émergentes, on va le faire vite, accès au droit et inclusion numérique, pardon, accès au droit, précarité et inclusion numérique, parce que chez vous, il y a la précarité également qui souhaite être nommée, je vous remercie pour ça, et de l'autre côté, la parentalité, etc. Voilà. Là, on va voir effectivement un fort phénomène d'impulsion, et on n'a pas un territoire qui est réticent à ça. Parfois, on a vu des politiques qui atterrissent un peu sur des territoires, comme on le dit dans mon métier, qui poussent un peu comme des champignons. La veille, il n'y avait pas, le lendemain, oh, tiens, une politique parentalité. Et ici, sur ce territoire, c'est pas ça. L'atterrissage, entre guillemets, le fait de pouvoir se greffer, s'appuyer sur les acteurs locaux est relativement facilité parce que les acteurs locaux ont à la fois cette habitude partenariale, mais à la fois cette écoute pour dire on peut encore faire plus, on peut encore y aller, etc. S'il y a des enjeux, c'est de notre rôle et de notre responsabilité que d'y répondre. Et le mouvement dans l'autre sens, le mouvement plus émergent, effectivement, de systématiquement non seulement s'appuyer sur la parole habitante, mais l'impliquer à aller elle-même construire l'action, ce qu'on appelle la résolution locale des problématiques sociales. C'est-à-dire, devenez acteur de la résolution des problématiques sociales que vous rencontrez. Pourquoi ? Pas simplement pour votre propre bien-être, qui n'est déjà pas tout à fait anodin, mais également parce que vous n'êtes certainement pas le seul sur le territoire à rencontrer cette problématique, et donc servez-vous vous-même en servant les autres. Et donc, dans cette logique-là, on a un phénomène de circulation, c'est pour ça qu'il y a une flèche qui tourne. Voilà, c'est extrêmement original de ma part d'avoir fait comme ça, mais on voit que non seulement, à peu près sur tous les territoires, on va retrouver, quoique de manière beaucoup plus dispersée et moins organisée, mais on va retrouver ces deux mouvements, hein, impulsion et émergence, descendant et ascendant, si on veut le dire comme ça. Par contre, la particularité sur le Diwa, c'est de s'être doté d'une mécanique, d'un engrenage, effectivement, d'où l'engrenage que j'ai placé au milieu. Je suis content de l'avoir trouvé, celui-là. C'est pour ça que c'était l'AVS, un rouage central. Oui. Et tout ça est énormément de liens, etc. Donc cet engrenage, effectivement, qui permet de lier au plus fort, effectivement, ce que sont à la fois les préoccupations, mais même l'énergie locale. Souvent, je me retrouve dans une situation où j'explique souvent aux collectivités qu'elles peuvent difficilement faire l'économie de la mobilisation citoyenne. C'est-à-dire une collectivité qui aurait comme posture « je me s'occupe de tout, tu te s'occupes de rien », c'est souvent aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut plus faire. Il ne vous aura pas échappé que l'État-providence est derrière nous, et que donc
avoir une situation d'attendre, entre guillemets, que les responsables viennent porter une action, c'est absolument pas la logique du DIWA. Ce qui fait que quand on pense la politique publique sur votre territoire, on est vraiment sur à la fois une politique. La politique publique, il faut juste prendre le temps, une seconde, de séparer les deux mots. D'accord ? La politique rencontre-t-elle son public ? Le public trouve-t-il une réponse dans la politique territoriale ? Deux questions qui peuvent être relativement intéressantes. Et bien sur le DIWA, on voit que ce fonctionnement, il est vraiment une politique au service du public. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le déploiement de l'offre. Enfin, quand on arrive dans la dentelle comme ça, on peut dire quand même qu'il y a un certain nombre d'offres qui ont été positionnées, j'allais dire, à la virgule près, à l'attention du public. Évidemment, on peut toujours mieux faire, hein, c'est pas la question. Hein, mais... Et à la fois de l'autre, c'est aussi un public au service de l'élaboration politique du territoire. Ça, c'est un mouvement qu'on voit beaucoup moins. Et, j'en terminerai là, c'était Joël Roman qui disait que finalement la citoyenneté, c'est la manière de transformer les cohabitations de hasard en communautés de destin. Et je trouve que cette phrase, elle correspond assez bien à ce mouvement ascendant qui est présent sur votre territoire et qu'on peut lire hein, dans chacune des thématiques. Ça a été l'objet de mon travail, regarder un peu, casser les pieds aux acteurs locaux pour leur demander mais comment vous faites ça, etc. etc. De voir qu'on a vraiment un territoire qui, même si effectivement sur le DIWA on n'a pas choisi ses voisins, nous ne referons pas le débat hein, sur les natifs et les ruraux, terminé avec celui-là, on va fait en début de semaine. Mais on n'a pas forcément choisi ses voisins, mais la question c'est comment est-ce qu'on avance tous ensemble. Et il semble que le DIWA ait trouvé là quand même une méthode, j'allais dire originale, mais elle est surtout singulière, parce que je ne suis pas certain qu'elle soit potentiellement déplicable sur tous les territoires. Avoir un terreau de force vive prêt à s'engager aussi, j'allais dire, à son propre service, mais également au service des autres, puisque je ne suis pas le seul à rencontrer une problématique comme ça ou quoi, c'est pas évident. Et avoir une politique, entre guillemets, politique, je ne l'entends pas forcément comme une action qui est portée par les élus de la communauté des communes. Hein. Une politique, elle peut être portée par un réseau associatif. Hein. Et une politique qui 100 fois se mette, entre guillemets, qui passe au crible des besoins des habitants pour dire est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on est pertinent, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Voilà. C'est une mécanique que, pour le dire clairement, moi je ne croise pas. Ou très, très rarement, pour le dire clairement, au regard de la CTG, j'ai essayé de repositionner, je vous laisserai encore une fois prendre le temps de regarder ce document, mais de voir comment est-ce que ce territoire, par rapport à ce fonctionnement un peu singulier, s'est saisi pleinement du cadre de la CTG pour avancer encore plus sur le développement de son action sociale sur le territoire. On peut effectivement saluer l'agilité du territoire, on peut saluer la CTG dans sa souplesse et sa capacité à répondre sur mesure, etc. Et puis on peut, comme moi, tout simplement se réjouir d'avoir enfin trouvé un territoire qui réussit cet accord assez incroyable et improbable, effectivement, entre ce que sont les préoccupations habitantes, l'utilité sociale, des politiques et enjeux territoriaux, ce qu'on appellerait l'intérêt général. Voilà, je vous remercie. Je m'arrête là. J'ai été trop long.